che te l'arrivo di Torino. Me la preparava che voglio subito, la gliela buttava, si serviva io. Un tesanato. Beh, io devo andare, pisciate questo lato. Andate a fare di là. Vedete, ora state a riguardare là, a fare la cucina. Non le vuole fare, posso dare il tampino. Io ho stesso che parlo, E ve le buiun si raffredda. Boh, 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 boh. Oi. Io non posso spiegare. Anni a pru, lasagne la spatano io, ne mangi a pure per patano. E in frito, se in Ma insalata. quello lì andare fuori non vi andava. No, ma io, non so che per gli altri. Gli avevo buttato a portare adesso. On y va mettere un po' d'huile di vinagre. Ah, è bru, è bru. Ora provo. È bru, ne mangiamo perché mangi che poi hai io. Mangio un po' re. Mi fa il Marcello che voglio fare strossi. Ma non è penso dove qui. Non è in Sintoni. Demoro. Poi lì non montano a sera, a midi, a casa mattina adesso lì, non partiamo la foto si fa. Hai mai dato te? Sono del Resone. Per Venezia. Lo puoi dire ieri. E pure di pianta la controllano dopo, ok no? Ah, via. Te basta che le paghe così. Allora diciamo che il Patrick, diciamo voi ieri. Non è blu io, non è blu. Accademia. Non è blu da che. Non è blu da che. Ah, Dio. Pure se ne passi da tua casa, sai, Dio. Ah, no, è un po' in forma, un po'. Non ho più 20 anni, sono che per 20 anni, sì. E ti mettono un po' d'huile là, un po' d'huile avec un po' di vinaigre. Che? E un po'. Tanta caparappa la seconda. Oui. Dans le riz, un peu de vinaigre, un peu de vinaigre, oui. Ah, che non parlai. Ne poi mettete a couler, se si sparrica. Se si sparrica nell'appoggio, come ça maintenant, voilà. Un peu d'huile, un peu de vinaigre. En salade, vous avez le dîner prêt. Mais vous ne mangez pas, et mangez là, n'allez pas manger dehors, les gens ils rigoleraient. T'entends, Jean-Claude? Corso dalla plaza. Mettez un peu de vinaigre, un peu de vinaigre, un peu d'huile. Dopo che servire un bouteille de bouchée là, ieri mattina ho trovato la bouchée en l'air. Ah, ma Bien, nous allons commencer un reportage sur mon grand-père, Jules Canal, que je vais vous présenter cet après-midi, qui va nous raconter toute sa vie, son existence. Alors, Pépé, ma première question est la suivante. En quelle année es-tu né et peux-tu nous rappeler où est-ce que tu es né et dans quelle famille? Comment? Première question, où est-ce que tu es né? Je suis né Je te le tiens.
Je te le tiens le micro, Pépé. Eh bien, Je te le tiens, je te le tiens. Vas-y. je suis né le 19 février 1900, en Thrace, commune de Saint-Paul-de-Serrat. En quelle année? En 1900, je te l'ai bien dit, non? En 1900, tu es né. Tu es né dans une ferme? Quoi, la forme? Tu es né dans une ferme? Oui, Tes parents étaient agriculteurs? mes parents étaient agriculteurs. Ma mère agricultrice, mon grand-père agriculteur, tailleur. D'ailleurs. Ils possédaient des terres? Oh, ils possédaient un petit bien. Mais Pas grand-chose. pas grand-chose, pas comme aujourd'hui, non? Alors, nous allons commencer par la première partie de ta vie, ta petite enfance. Tu es né, tu es allé à l'école. À 10 ans, j'ai quitté l'école. Tu as été- Gardé des troupeaux de vaches à la métairie de Rouille. Mon père m'a dit, tu vas passer à l'école, tu vas garder les génisses que nous avons. C'est-à-dire le patron de la ferme de Rouille a dit à mon père, tu as un fils qui est fort, tu vas me le laisser venir pour les vacances au mois d'août, au mois de mai. Les vacances n'étaient pas comme au mois de septembre, au mois de juillet. Et bien entendu, il se gardera les génisses que tu n'as rien à leur donner par là, et il gardera mes vaches, il sera nourri et habillé chez moi, pendant tout l'été. Tu as été jusqu'à quelle classe? Jusqu'à quelle classe tu as été à l'école? Tu t'es arrêté de bonne heure à 10 ans? À 10 ans, En CM2 à 10 ans au mois de mai, j'ai quitté l'école. Tu as appris à écrire, à lire? Oui, j'ai sais écrire, je sais faire les additions, la soustraction, la multiplication. Et c'est tout. Et bien, il y a bien assez. C'est donc le début de ta vie. Tu travaillais déjà à la maison quand tu allais à l'école? Ah, je travaillais, il m'enseignait. L'école. Tu la quittes à 10 ans. J'ai quitté l'école à 10 ans. Alors après, tu retournes à la ferme? Je suis retourné, je suis allé à la ferme et garder des vaches. Et puis, à 11 ans, c'était en 1911, je suis allé à l'usine comme mouche. Travailler Que faisais-tu à 11 ans, à 11 ans? à la papeterie. Il prenait des mouches, il prenait des mouches. Moi, j'étais fort déjà à 11 ans, j'étais fort. Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Oh, et je remuais des ballons de papier. Combien tu gagnais? Hein? Tu gagnais pas grand-chose. Oh, 40 sous par jour, Ça suffisait. 9 francs par jour. Tu pouvais nourrir la Il n'y avait famille. pas d'or. Tu pouvais nourrir la famille. Hein? Tu nourrissais la famille. Tu donnais quelque chose à la famille. Et la famille, il y avait mon frère, qui avait 8 ans. Mon frère avait 8 ans quand moi j'en avais 12, 14. Mon frère était à l'école. Lui, il est resté à l'école. Et la mère s'est déclarée à 14. Alors, nous arrivons à l'école. Ah, attends, Pépé. Ton adolescence. Ton adolescence, Pépé. Mon adolescence, je n'ai pas connu Tu n'as pas fréquenté les filles? penses-tu? Non? À 14 ans, la guerre s'est déclarée, mon père est parti. Toute la moisson à faire, toute l'herbe à faire. Alors j'ai demandé au directeur de l'usine, mon père est parti à la guerre, il faut que vous me donniez le congé pour faire le travail. Ma mère était seule avec mon frère. Mon frère avait 8 ans, Albert. Alors j'ai fait le travail. Avec les vieux qui restaient dans le village, ouais, il faut faire comme ça, comme ça. J'ai fait le travail de la terre comme un homme, à 14 ans. Et puis la guerre se déclare. Hein? Monsieur, depuis quand vivez-vous ici? D'en bas. Mon service militaire, 2 ans que j'ai fait. J'ai jamais quitté le village. Je suis rentré du service militaire à la terre, au travail. J'ai travaillé à la culture. Tu as remplacé ton père? Et j'ai remplacé mon père qui a fait 5 ans. Il a resté 5 ans à la guerre, mon père. Il est revenu?
Il est revenu en 19. En 18, l'armistice a été signé et en 19, il est rentré. La Et première- alors, moi, ça veut dire, en 18 ans, moi, j'ai passé le conseil de révision. C'était en pleine guerre. Le conseil de révision. Le 16 septembre 1918, j'ai passé mon conseil de révision, mon pro service armé, en pleine guerre. Ils ont 18 ans que j'avais. Peut-être, il m'a dit, tu iras à la préfecture, tu iras demander qu'on te demande mon régiment. Il était dans la Somme, lui. Tu viendras dans mon régiment. Alors on m'a dit à la préfecture, jeune homme, je ne vous conseille pas d'avancer l'appel. Parce que si vous avancez l'appel, la guerre peut encore durer, et l'armistice aussi, vous y serez pour longtemps. Il vaut mieux que vous vous en retourniez et les Allemands reculent. D'ici un mois, nous aurons l'armistice seulement. Et je me suis revenu comme ça. Alors, L'armistice a été signé, le 11 novembre en 18. donc tu n'es pas parti. Alors, je ne suis pas parti. J'ai attendu 2 ans. À 20 ans, je suis parti. À 20 ans, je suis parti soldat. Tu l'as fait où ton service militaire? Hein? Ton service militaire, tu l'as fait où? J'ai fait 2 ans de service militaire à Castelnaudary. Quel souvenir en gardes-tu? Hein? Quel souvenir en gardes-tu? Oui. Tu en gardes de bons souvenirs? Tu t'en souviens de ce service? Je me rappelle, il y avait l'employé des cheminots qui disait Castelnaudary, je suis descendu à Castelnaudary. Castelnaudary, 5 minutes d'arrêt, buffet, bissoir pour ta bon raser les cheveux. Il n'y a pas de pissotière, on pisse pour la portière. Je me rappelle de ça. Tu t'en souviens encore? En 18. Tu es parti en Et 1920? là, les sergents de la PLIV sont venus nous prendre. On était une vingtaine là. Qu'est-ce que tu faisais à l'armée? Qu'est-ce que tu as appris? Ah, l'armée, mon Dieu, qu'est-ce qu'on apprend à l'armée? Le soir même, j'ai rencontré des copains de Saint-Paul là, qui me connaissaient, qui étaient à la caserne. Hey, quand on va aller prendre le café. J'avais quelque chose, bien entendu, une vingtaine de francs que j'avais à cette époque, en or, oui. En or. Quelques pièces de 5 francs. On va à un café. Bon Dieu. Et là, je vois des femmes jolies et des filles de 18-20 ans, avec les culottes de là. Et ici, les femmes, ça ne voulait pas les femmes. Oh, il y en a une qui vient s'asseoir à côté de moi, elle me déblaye pas la palette. Moi, oh, pas ici, on était là-haut. Et combien c'est? 2 francs. 2 francs pour tirer un coup. Je me suis laissé faire. Oh, j'ai dit pour 2 francs, il faut y revenir, je ne peux pas le comme ça. Enfin, je l'ai dit 2 fois. Et alors, j'ai continué. C'était ta première expérience? Oui. Première? Bon, c'était pas la première, bien sûr. Ah bon. Alors, ça c'est un bon souvenir de l'armée. Et alors, j'ai fait mon service à Castelnaudary. À Castelnaudary jusqu'en 22. Et en 22, je suis rentré au mois de mars, comme j'étais parti en mer le mois de mars. Le cousin le mari de ma cousine, qui était gardien de la paix à Paris, est venu passer 8 jours en vacances en Thrace. C'est la grand-mère de ma mère. Il était venu en Thrace. Alors il me dit, Jules, tu ne vas pas rester ici dans ce pays. Ici, tu ne gagneras pas la vie. Il demande des hommes, je dis, en telle forme comme tu es à 22 ans. Il m'a fait faire un bouillon. Il m'a dit un bouillon. Il y en a qu'à peine ils savaient signer, ils sont rentrés. Mais ça va, tu as quelques fautes, mais ça va, ça compte pas. D'ici 8 jours, je te paye le voyage et tu viens à Paris. J'ai un appartement de 7 pièces, il est avec les enfants,
je te loge chez moi, et 800 francs par mois qui touchaient les gardiens de la paix à Paris, en 1922. Là, j'ai loupé mon coup. Mes parents, mon frère, il était garçon boulanger à Foix. Mes parents, quand ils ont entendu que je voulais partir, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons faire si toi tu t'en vas? Et les parents de Françoise, ma cousine, ne t'en va pas, ne t'en va pas. Alors j'ai dit à Boutrouche, non, mes parents sont dans la folie. Ils ne veulent pas que je parte. Tu as tort. J'ai loupé ma chance. Je pouvais être gardien de la paix à Paris, en 22. Alors Pépé, tu termines l'armée, tu reviens au village. L'armée en 22, le mois de mars. Libéré. Qu'est-ce qui t'arrive d'être très important là? Et alors, j'ai travaillé dans des chantiers en attendant de me marier. Et en 24, je me suis marié avec Mémé. Avec qui? Avec Mémé. Aurélie? Avec Aurélie Gassan. Comment tu l'as rencontrée? Elle était ici, au village. Moi, j'habitais à côté, là. C'était pas loin. Vous vous êtes rencontrés comme ça? Oh, Vous vous êtes aimés dès le premier regard? bon. Elle avait 20 ans, moi, ça avait 24. Elle était belle? Ah, à 20 ans, elle était bien, oui. Elle était pas malade, hein. Elle avait des seins comme ça. Hein. Des gros seins? Et alors, tu m'as compris. Alors, vous avez un premier enfant tous les deux. Ça a été mon premier amour pour le civil et toute sa virginité. C'est pour cela que je l'ai épousée. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que j'ai compris qu'elle était sérieuse. Or que non, mais on l'avait touchée. Ah ah, ça, Oh, ça se regardait à l'époque, ça. Maintenant, ça se regarde plus. les choses ont bien changé. Ça se regarde plus. Alors à cette époque-là, tu l'épouses? Je l'épouse en 24, le 9 juin 1924, ça fait 67 ans que nous sommes mariés. Vous avez un premier enfant l'année d'après. Et ta mère est née 2 mois après. Marinette. Oui. Marinette, Elle est née à Canal. 25 le 2 février. Elle a passé les 15 jours, quoi. Alors, Et alors, après elle, ça a été Marcel, 2 ans après. Marcel, et ensuite? Et puis, ils ont attendu 6 ans, j'ai dit j'en veux plus. Et alors, mon homme m'a dit comme ça, Jules, moi, j'avais 2 filles, de 18 mois de différence. Et l'homme m'a dit, si tu veux un garçon, il faut que tu prennes la femme. En 8 jours des règles finies, à la nouvelle lune, au premier quart, tu feras un garçon. J'ai écouté cet homme, je l'ai proposé à ma femme, et ça a été un garçon. C'était ça, le 28 juillet 1932, Vous avez donc à Jean. 2 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, on faisait l'air bien convenable là-haut. Le temps que l'herbe séchée s'est mis à l'ombre, je lui ai proposé le coup. D'accord. Le 28 avril 1933, Jean est né. Alors, quelle était Un garçon. ton occupation à la... Et l'occupation, la guerre, je suis parti en 39. Alors, J'étais agriculteur, ni plus ni moins. Et alors, un ouvrier du pays, là, il m'a embauché pour faire des piquets. Ah, moi, j'ai dit, là, c'est impossible. Il faut que je vienne à l'hôpital. En 39, j'ai été mobilisé. Père de 3 enfants, je suis parti dans la réserve. Chaque enfant, j'avais 3 enfants. Le ministre de la Guerre m'a dit, les pères de 3 enfants, ça les retarde de 2 classes par enfant. Je faisais partie de la classe 20, j'ai fait partie de la classe 14. Ça fait que j'ai été dans l'intérieur, je suis pas allé au front, moi. alors, quelle a été ton affectation? Mais alors, dans 6 mois, j'ai été libéré. J'ai été libéré de mon service de la guerre, quoi.
Je suis rentré de mon foyer. Et alors tout le monde venait me chercher. Mon mari est prisonnier, mon fils est tué à Montevalde. Il fallait que j'aille avec l'autre. Et la réquisition, il fallait être à la maison, il y avait 7 mètres. Et une vache chaque 3 mois. Une vache chaque 3 mois. Des brebis, des œufs, de tout, de la farine. Il fallait tout donner à la réquisition. Hein, en 39-40. Ça a été une fatalité. C'est pour ça que je n'ai pas pu ramasser de l'argent. Il fallait que je donne tout à la réquisition. Et voilà. Mais été tombé que c'est des poches. Alors Pépé, la guerre, malheureusement pour la France, va tourner court. Te voilà libéré. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, De Gaulle a pris le pouvoir. A été chef de gouvernement en 40. On a appelé De Gaulle, parce que les autres n'étaient pas capables de mener le gouvernement. Il a été président du conseil, du gouvernement, quoi, président du gouvernement, premier ministre. Alors lui a remis tout en place, les retraites. Et l'an après, on l'a nommé président de la République. On l'a proposé président de la République, à De Gaulle, en 1946. En 1946, il a été élu président de la République. Il a remis les pensions et tout ça marchait en ordre. Oui, en 1946. Eh bien, c'était fini la guerre de 39. Alors, quand les Allemands occupaient la France, 39-40, c'est les Allemands qui ont occupé la France. Bon, ils réquisitionnaient tout et ils passaient partout. Et ceux qui n'étaient pas de leur parti, allez, hop, ils les prenaient. Ils les prenaient en otage, les Allemands. Oh, ils en ont pris beaucoup à Saint-Paul. À Saint-Paul, il y a eu une douzaine qui sont partis. Ils ont pris leur bien, tout est parti en Allemagne. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça a été les maquisards et les Américains qui sont arrivés en France, qui sont sortis les Allemands d'en France. Mais toi, Pépé, C'est alors que De Gaulle a pris le pouvoir. Parce que De Gaulle était prisonnier des Allemands en temps de l'air. Alors il s'est évadé, il est parti en Angleterre, avec Churchill, qui était général de l'armée anglaise. Et c'est là qu'il a fait appel à tous les Français qui voulaient se rejoindre à lui. Mais n'importe quel métier, des officiers, des sous-officiers, des soldats, rendez-vous en Angleterre, venez à moi. La guerre est vaincue, les Allemands ont gagné la guerre, mais la France n'est pas vaincue. Il faut réarmer. Ils ont réarmé la France et nous voilà à l'état que nous sommes. C'est De Gaulle qui a sauvé la France. Alors, on m'a réquisitionné une vache. Je l'amène un jour du mois de novembre. Je pars ici à 6 h du matin, c'était nuit encore. J'arrive à Foix à 7 h 30. Avec un camarade de Ginavada, on nommait soldat. Il y avait une vache noire. Nous attentions là où l'ancienne poste. C'était tout plein, c'était forail ça. Et l'attention à côté de la Garcia, là, à côté du café de Catala, qui existe encore. Et nous mangions là une boîte de sardines, du pain que j'avais porté à la maison, et une chopine de vin qu'ils nous ont donné, Catala.
nous mangeons tous les deux là, il passe des officiers allemands. L'un touche la vache noire qui était des solides de soldats, pas la mienne était grasse. L'autre trouvé maigre la vache. Il vous l'a dit, tu l'as trouvé maigre la vache. Elle était maigre comme un clou. Et en patois, on dit magre. La vache est magre. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dégaine le revolver, des officiers jeunes, oui. Et là, un revolver à côté de la table de chacun. Parlez ou sinon, deux hommes plus ou moins, et ça y est. Il n'y a pas de police, de justice pour nous. Parlez ou sinon, ça y est, nous sommes pressés. L'autre est venu comme un muet. Il n'a pas voulu répondre. Messieurs les officiers, je vais vous le dire, moi. Il n'a rien dit de mal. Vous avez touché sa vache noire, qu'elle est maigre comme un clou. Il a dit magre en patois. Vous la trouvez magre en patois. Ça veut dire maigre en français. Ah, vous faites bien de parler. Bon, ça va. Attention, hein, deuxième fois capote. Ils ne sont pas à 50 mètres de la volaille. Je lui dis en patois, moi, te calderas les Allemands de gagner la guerre. C'est qu'à l'infini, les Allemands ont gagné la guerre. Ils avaient vécu la France, les Allemands. Ils ont entendu ma voix. Ils sont revenus vers moi. C'est vous qui avez dit allemand. Quoi allemand? Le revolver là. Oh, j'ai dit, messieurs les Allemands, je n'ai rien dit de mal. J'ai parlé en patois, on a l'habitude de parler patois, nous. Ils ne comprennent pas le français, mon camarade. Alors je ne dis pas le patois. J'ai dit, les Allemands ont gagné la guerre, le patois, nous devons nous incliner. On doit s'incliner. C'est juste. Bon, troisième fois, ça finit, hein? Ils sont repartis. Et j'ai échappé belle. Et il reste toujours à 7 heures du soir, la montée en temps à 15 km. Il faut que j'attende le temps de 7 heures qui descend date pour chercher les vestiaires à la gare de 7 fois. Tu m'entends? Hein? Et maintenant, il me faut faire 15 km à pied, il n'y a pas de voiture. Il n'y avait pas de voiture, ni de chose ni d'autre. À pied. Il a fallu que je remonte 2 fois. 2 fois, c'est pas en trace. Ce que je me suis vu de ma vie. De garde en 39, 40, à la maîtresse de Graville, là. J'étais avec le père de Bordeaux, là. À 2 heures du matin, il faisait froid, il y avait de la neige. Moi, j'avais fait des piquets dans le jardin, là, je savais où il y avait des escalettes sèches. J'ai pris des sacs, j'allais porter des sacs, j'ai allumé un peu de feu avec une traverse de chemin de fer, là, vieille, et de pierre, j'ai allumé le feu à côté de la ligne, là. On gardait la voie. Il t'arrive des Allemands, jeunes, 20 ans, 18, avec la baïonnette, le fusil, ils se mettent là, oust! Oh, il dit, halte là, et oui. J'ai allumé le feu avec le sauvegarde là. Allez, serrez-vous, petit. Serrez, serrez, serrez. Je me suis serré et vous avez de la place là. Moi, je ne suis pas bougé. Qu'avec un coup de poing, je les aurais assommés tous les deux. Il faut le fusil par terre. Il se chauffe bien les mains, les pieds. Et le père de l'Iciel, là. Jules Verne, qui demande tu as. Viens qu'on va te tuer. Il est parti. Oh, moi, je n'ai pas bougé. Tant que le feu faisait. Et puis, ils ont arraché une boîte de cigares, des cigares longs comme la Bible, là. Oh, ils ont pris feu, là. Tu te marres, les Allemands, ne te marres plus. Chaque 10 jours, un paquet. Pas te marres, les Français, mettre le doigt là, et ceci. Ah, bordel de Dieu. Si j'avais eu un copain comme lui, qu'il est mort, le pauvre. À la place de Moreno,
un coup de poing à chacun, je les assommais, je les portais à la liège. J'étais tout seul, je n'ai pas pu me défendre. Alors je me suis levé et voilà. Alors pour te dire que les Allemands, je ne les ai pas aimés. Et je ne les aime pas encore, oui, malgré qu'elles soient alliées. Tiens, cela m'a fait voir. La mettre le doigt au cul de le fumer. Pas besoin de dans les cigares et moi pas de tabac. Ils ont osé te dire ça. Hein? Ah, j'y pense, cela, moi, un gramme de ça. Un gramme de saigne. On était occupé un gramme de saigne. Et maintenant, c'est comme ça. Il faut passer par là. Bon, oui, j'ai lâché, celui-là. Il est à la maison, oui. Elle est venue faire le palais de ta mère et elle avait marché, là. La Gestapo? La Gestapo, oui. Et heureusement qu'elle n'a rien dit. Il demandait s'il y avait pas de maquisards par là. Et ils étaient là-haut, là, au Fagou. Les maquisards, on ne les a pas enseignés. Ah. Et ils ont mangé ici, ils ont osé s'installer. Les Allemands se sont installés ici. Il venait d'ici. Il y a deux que ma femme nous a fait cuire à chacun une bouteille de vin, une donnerie. Il a du bien du pays. Et du pain dans la métrie. Ils lui ont donné 15 francs ou quelque chose comme ça. Ils ont bien payé. Ils ont questionné. S'il n'y avait pas de maquisards par le pays, par là. Il a dit non, nous ne voyons personne. Et j'étais là-haut, il y avait 20. Mais tu n'as rien dit. Il y avait 20 de maquisards au village de Fargou. Alors tu vois, De Gaulle a été président de la République, il a mis les pensions, il a tout arrangé, tout a marché en ordre, tout. Les réparations, tout a bien marché. On a été fini. Quand les Allemands se sont retirés, ils se sont retirés tous. La guerre était finie. Ils ont été vaincus. Attention. C'est les Alliés, bien entendu, qui ont sauvé la France avec les maquisards. C'est pas De Gaulle qui a sauvé la France. Il a bien fait, bien entendu, il a fait de son mieux. Mais c'est les Alliés. Les Américains sont arrivés, alors ils ont tout foutu dans l'air. C'était joli. Ah, c'était joli. On entendait les têtes d'ici. Pauvre France. Ah, les Allemands. Les salauds. Les méchants. Ah, je ne le savais pas. On est alliés, mais... Un jour, il y avait trois gardes là, gardiens de voie, le père des barons là, de Cléber, avec d'autres hommes. Tu vois, ils sont venus les chercher, les Allemands avec les camionnettes. Les bras en l'air, sans manger, ils ont emmené à la commandature à l'Autre-Terre. Et à ce moment-là, il y a eu un chef cantonnier qui les connaissait, les Allemands, ils sont été les trouver. Et il les a dit, je les connais, ces gens-là, ils sont de mon village, de ma mère. Ma mère est sortie de ce village d'Antras. Ils sont de braves gens, ils n'ont rien fait de mal, pas qu'il manquait un homme. Un Allemand, un soldat, il accusait ces gens-là qu'il avait tués. Et c'est pas eux qui l'ont tué, non, non, non. Et c'est lui qui les a fait libérer. 3 jours ils sont restés hâte. Ah, mon Dieu.
Ça marchait mal. Bon, je ne te raconte pas plus. Là. Ça s'est marié. En 50, Jean, en 54, Jean est parti soldat. Il nous a laissé seuls avec mon beau-père et sa mère. Il est parti soldat au Maroc. Jean, tu le connais, Jean? Mon oncle. Oui, ton oncle, oui. Il a fait 2 ans, 18 mois de service au Maroc. Tes enfants s'en vont. Oui, 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 oui. Ce temps-là, le grand-père est mort, le beau-père est mort. Et puis, le feu s'est foutu à la maison, Quelle année? à la grange, en 54. En 54, le 16 septembre, le feu s'est mis là où sont les poules, là où est le bois, la chaudière, quelques chiffons, la chaudière, a mis le feu partout. Toute la rage vide. Heureusement qu'il n'a pas touché la maison. Et qu'on avait les vaches sur notre maison des médaillons là. Que vous avez acheté cette maison là. Que vous y avez logé aujourd'hui. Bon. Et sans assurance, il a fallu que je paye tout ça de ma poche. 100 000 francs. Que je l'ai mis de côté en 54, il a fallu que je le mette aux tuiles. Vous perdez tout? Hein? Vous perdez tout? La sortie est partie. La sortie de l'orange là, derrière. C'est tout à faire. La maison n'a pas payé le banc. Aïe! Ouais, ce que je me suis vu de ma vie, je me demande comment je survis. Je me demande comment je survis. Comment je me tiens et avoir une femme importante comme j'ai. Ah, et alors je fume plus que d'habitude. Le tabac me préserve, heureusement. Si c'était pas ça, le moral partirait. Et je regarde le moral solide. Allez, mais, bien pour voir. En 1930, le 20 février, je suis descendu. On m'appelle d'Orly au téléphone. Canal de sang, une voiture de papier, vous attend en bas pour être démobilisé. En grande, hein? J'étais gardien là-haut, là, au barrage. J'avais 1 mètre de neige. On ne pouvait plus sortir dehors. Bouille que de neige, il y avait de la neige partout. Et alors, on avait bien dîné. J'ai reçu ça vers 11h, le téléphone. On finissait de dîner, il faut arroser ça. On a bien arrosé le dîner. Et maintenant, notre compagnon parle, j'avais laissé 3 camarades là-haut. Ici, là, on revoyait le fil de téléphone, là, le téléphérique. Mais le brouillard et la neige m'empêchaient de voir le fil. Je me suis foutu sur la droite dans une congère, enterré jusque-là. J'avais que les bras en l'air et la valise que je tenais. Et la main que je me sortais la neige sur la tête. Pendant 4 heures, mon bras n'a pas arrêté de sortir la neige sur la tête. Je serais enterré si je n'avais pas sorti la neige. J'en pouvais plus. C'était 4 heures du soir, j'étais parti à midi. Et alors, et maintenant, j'ai essayé d'arranger les chambres, je ne pouvais pas sortir. À force de gesticuler, j'étais fort quand même, j'ai arraché les jambes. Je me suis tourné sur le côté, en dans la valise, j'ai roulé un peu, et j'ai vu le fil là, comme là, à 2 mètres droit. Non, quand le chantier là. À ce moment-là, je n'étais pas sûr comme aujourd'hui. J'entends parler. Oh, il sera enterré, il sera mort, il sera dans une congère, il sera mort. Canal, je ne pouvais plus parler, j'étais enroué complètement.
Et il y a quelqu'un là-haut. Regarde-le. Ils m'ont vu. Mon Dieu que là, je ne pouvais pas leur parler. Eh bien, te connais mort, c'est 4 heures l'après-midi. C'est 4 heures. Depuis midi, on t'attendait en bas. Et à 4 heures, je suis descendu et j'ai fait la route. J'étais trempé de sueur. J'avais l'habit militaire, le capot et tout. Heureusement, j'avais les effets civils dans la valise, que j'avais emporté là-haut. Je me suis changé, on m'a donné mon verre de chaud, ou deux. Je me suis chauffé au radiateur, électrique. Je me suis changé et je suis parti à Pamiers. J'ai passé la nuit à Pamiers. Et le lendemain, j'ai été démobilisé. Et voilà, je suis rentré le 22 février en France, à Grande. Démobilisé. C'était Daladier qui était ministre de la guerre. Il a démobilisé les pères de 3 enfants et les de 4. Ils étaient démobilisés, les pères de 4 et 3 enfants. Tu as compris maintenant? C'était 4 ou 5. La première télé, c'est en quelle année, Pépé? La première télévision, c'est en quelle année? Attends, en 64, en 65. En 65, j'ai acheté la première télévision. Oui, en 65, j'ai acheté la première télévision. De 100 000 francs. C'était quelque chose d'important à l'époque? Hein? C'était quelque chose d'important, Bon, la télévision. au bout de 6 mois, elle a été rompue. Elle avait été traînée, celle-là. Mais moi, j'avais rien connu. Alors, j'allais acheter une autre. Ça a duré 2 ans, celle-là. Après celle-là, j'ai acheté une autre. On ne pas bien. Et en 76, le père de Jean-Paul, qui était titulaire de la foi, achète une télévision aux galeries de Pamiers. Aux galeries de Pamiers, au supermarché, quoi. Alors Jean-Paul le téléphone, ici il y avait un téléphone chez Ramon. Pareil, mon beau-père il a acheté une télévision, vous en voulez une? Comme la sienne, elle est faillite. Et bien qu'il achète, le lendemain, il m'a porté la télévision. Un mois après, elle s'arrête. Bon, elle était sous garantie pendant 6 mois, pendant 1 an. Qui êtes-vous? Je suis un de mes canaux d'entrée. J'ai acheté une télévision il y a 6 mois. La secrétaire m'a répondu que les ouvriers étaient partis. Ah oui? Hein? Allez, repartez de suite. Les ouvriers sont là-haut. Ils m'ont attrapé, ils m'ont passé devant à Saint-Jean-de-Verge. Quand je suis rentré à la maison, la télévision marchait. Alors tu vois, à 76 ans, j'ai fait le voyage d'entrance, pas bien mon billet. Et une autre fois, je sors de l'hôpital. C'était ça en 72. Il me manque un papier, j'arrive à Foix pour me faire le payer. Oh, il vous manque un papier. Il vous manque un papier du docteur du poumon. Téléphone à elle qui vous l'envoie. Ah oui, je fais le plein Chassola, en mobilette, je perds à la volonnée, à la clinique. J'arrive au bureau, il me manque ce papier. Il me donne le papier, je le laisse à la fois, je me fais payer et je remonte en trace. En 72, on faisait des courses à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de voiture comme maintenant. Hein. Heureusement que j'avais la tête solide. Allez,
C'était un gars de l'infanterie marine, un doigt marsouin mais un cerveau brûlé. Quand il mettait les pieds dans la cantine, on était sûr qu'il allait se saouler. Quelques pernons lui faisaient la méleste, mais pour rien il cherchait des raisons. Accompagnant le geste avec son geste, à ses copains lui flanquaient des marrons. Dernièrement, laissé des boissons, lui coûta 15 jours de prison. Oui, c'était un mauvais caractère, il voulait que tout lui soit permis. Mais pourtant, il était très sincère et bon avec tous ses amis. Là-bas au fond de l'Indochine, pour son courage, son cœur et sa valeur, il eut un jour la croix d'honneur. Dans sa prison, un télégramme arrive, sa pauvre mère vient de mourir. Hélas, il en ressent une émotion si vive, car il voudrait la serrer dans ses bras. Au capitaine humblement lui demande une permission pour aller l'enterrer. Mais l'officier lui dit qu'étant puni, rien ne lui est accordé. Alors, n'écoutant que son cœur qui bat, le soldat s'évade s'en va. 15 jours après, voilà donc qu'on l'arrête. À un conseil de guerre, on va le juger. Le colonel lui dit, ta mauvaise tête, quand pourriez-vous vous corriger? C'est les compagnies de discipline, la balle vous fera marcher. La croix qui brille sur votre poitrine, un jugement va vous l'arracher. Alors n'ayez pas peur de parler, il faut savoir pourquoi vous êtes évadé. Si je suis parti, c'est par votre barbarie de ne pas m'avoir accordé un instant. Car ma vraie mère, ce n'est pas ma patrie, c'est elle qui m'a donné le jour en souffrant. Au colonies, quoique petit de taille, j'ai combattu sans peur et sans merci. Et avec ma mère, j'ai voulu le faire aussi. Le colonel est nu, lui criant à l'unanimité, pour ces beaux faits, soldat, vous êtes acquittés. Superbe. C'est l'entendu enfin, c'est un soldat qui faisait 3 ans de prison, qui faisait sa peine dans notre régiment. Un jour du rapport, il y avait 15 jours que nous sommes arrivés. On était au rapport dans la cour de la caserne, tous les soldats jeunes, tout le contingent, quoi. Tous les officiers là. Il faut traverser ce type. Sa tenue, les cheveux longs. Qui est ce type? Il est colonel. C'est un type qui finit de purger des 3 ans. Un nouvel Maligny qu'on l'appelait. Faites-le venir. Allez, coupez-moi ce cheveu à ce soldat. En arrière, mon petit, j'ai fait la guerre de Tante les Clantes. C'est pas toi qui me couperas les cheveux. Hein. Vous refusez? Le lieutenant prend la tondeuse. Non, mon lieutenant. Demain, j'ai les cheveux coupés en brosse comme le règlement le veut. Allez en prison. Et le lendemain, il s'est fait couper les cheveux. Moi, je l'ai connu, ce type-là, qui a chanté la chanson. Celle-là que j'ai apprise en 1920. Et je ne l'ai pas oublié. C'est des alentours, après souper, va faire un tour. Ça va faire un tour au bord de la rivière, pour y voir passer la jolie batelière. Ô batelière du vaisseau, voudriez-vous donc me passer long? Mais oui, monsieur, montez dans ma barquette, et tous les deux nous y passerons la rivière. Quand le monsieur y fut monté,
Vite il commença la qualité. Alors, messieurs, pas tant de chahutage, car vous êtes ici près d'une fille bien sage. Oh, belle, si tu voulais m'aimer, j'ai 100 écus à te donner. 100 écus, c'était 300 francs. 100 écus à l'époque. Belle, si tu voulais m'aimer, j'ai 100 écus à te donner. Pour 100 écus, je ne suis pas si sotte, mais pour 100 louis d'or, mon cœur sera le vôtre. J'ai le droit, monsieur, j'étais content. 100 louis d'or, de pièces de 20 francs. C'était de louis d'or, ça. Pour 100 louis d'or, mon cœur sera le vôtre. Hein, le monsieur, alors qu'il a vite ses gants blancs, vite lui compte de l'argent. Prenez, tenez de l'argent en abondance, et prenez-en otage que vous en soyez contente. Là-bas, là-haut, il y a une maison, bientôt nous y arriverons. Nous monterons à la plus haute des chambres, et là nous y ferons tous les deux l'amour ensemble. Mais quand le bateau fut abordé, vite, vite, le monsieur descend le premier. Que fit, que dit la jolie batelière? Vite, elle repoussa son bateau en arrière. Oh, belle, auriez-tu le cœur si grand de t'emporter tout mon argent? Et vous, messieurs, auriez-vous le sacré courage de vous emporter mon très beau pucelage? Que diront-ils tous mes parents d'avoir perdu tout mon argent? Et vous leur direz qu'en passant la rivière, vous l'avez bien voulu jouer avec la jolie batelière. Bravo. Super. Entendu-nous? Belle chanson. C'est une chanson de quelle année, ça? Je peux y aller. Maman, maman, je viens vous demander, je ne sais pas si vous me l'accorderez, j'ai calculé mon âge, l'âge de 14 ans, et je me trouve en âge pour avoir un amant. Mais tais-toi donc, ma petite Alphonsine, à 14 ans tu me parles d'amant. Tu as le cœur si tendre, tu n'as pas la raison. Et si tu ne veux pas attendre, tu auras des coups de bâton. Oh maman, maman, ne faites pas ce jeu, car peut-être vous pourriez frapper sur deux. Il vaudra bien, ma mère, contempler mes amours, car vous allez être grand-mère et moi mère à mon tour. Ô garçon de mon village, mais qu'avez-vous donc fait? Vous avez trompé ma fille sans me la demander. Oh maman, maman, c'est un très beau garçon, tout plein de formes et de belles raisons. Il a un avantage d'avoir charmé mon cœur, et sous le vert feuillage, il a été le seul vainqueur. Bravo, bravo, bravo. Superbe chanson. Quelle année? Il y en a une autre dans ce genre-là. Ah, vas-y. Je t'écoute. Regarde-moi surtout. Vas-y. Mon ami viendra ce soir. Mon ami viendra ce soir, maman n'y sera pas. Et le gala n'a pas manqué une heure après souper. Et le gala n'a pas manqué une heure après souper. Déchausse-toi, déshabille-toi, avec moi tu coucheras. Et dans mon lit, la et dans mon lit, nous y passerons la nuit. Mais quand vient l'heure de minuit, la belle pousse un grand cri. La nuit s'en va et le jour vient et le couillon n'a fait rien. Si j'ai manqué à mon devoir, je reviendrai ce soir.
Je me fous pas mal de devoir, tu n'as pas le savoir. Quand tu tenais la fille au lit, il fallait t'en servir. Ils sont courts, c'est bon. Ah, très belle chanson. Ah, Ah, superbe chanson. et il y en a une autre. Alors, on t'écoute. Vas-y, une autre chanson. Tous les matins, quand je me lève, droit au travail, moi je m'en vais. Je laisse ma femme endormie, le déjeuner m'apportera. Mais les 8 heures sont sonnées, mon déjeuner n'arrive pas. Je prends mon sac et ma giberne, droit au logis, moi je m'en vais. Je surprends ma femme endormie entre les bras d'un avocat. Je fais le tour dans ma chambre, dans un coin j'aperçois un morceau de bois. J'en tape un coup sur ma femme et plusieurs fois sur l'avocat. Et voilà ce qu'elles font les femmes quand leurs maris, ils n'y sont pas. Elles font manger la crème aux autres, à leur mari le pain pourri. Mais si jamais je me remarie, j'y ferai mettre un cadenas pour que personne n'y rentre sans la permission de moi. Bravo, génial. Elle était Elles sont très courtes, belle. elles sont bonnes. Ah là, Elles super. ont chanté devant plusieurs mondes, moi, ces chansons-là. En quelle année Et Quand un chauffeur d'automobile. Ah, elle est belle celle-là, Je vas-y. te l'ai pas chanté, celle-là. Ah non, vas-y. Un chauffeur d'automobile, un si charmant garçon, fut chargé de conduire en ville la fille de son patron. Oh, de cette riche héritière, si j'avais son cœur, celle-là ferait mon affaire, se disait le malin chauffeur. Oh, là-bas sur la route, oui, on va rigoler. La petite se doute que je vais l'embrasser. Tout d'abord avec adresse, il va doucement, puis redoublant de vitesse comme un ouragan, traversant les villages, brisant les poteaux, écrasant sur son passage 3 vaches de veau. Oh, lui dit la petite avec frayeur, n'allez donc pas si vite, monsieur le chauffeur. Au risque tout casse, je vais emballer. Il faut que tu m'embrasses ou tout va sauter. Par une descente rapide, l'auto allait sombrer. La fillette un peu timide se mit à crier. Embrassez-moi, lui dit-elle, selon vos désirs. Et passez-moi la manivelle afin de ralentir. Alors l'auto s'arrête tout près d'un petit bois. Et la mignonne répète de sa plus douce voix, dépêchons-nous vite de recommencer, de réparer la fuite qu'on tenait à crever. Oui, on fit en automobile un si long chemin qu'on ne peut rentrer en ville que le lendemain. Le papa était en rage et dans sa fureur condamna à mariage sa fille à son chauffeur. Et de cette aventure que je viens de vous conter, et d'après lorsqu'on m'assure qu'un bébé est né, et que sur sa tête le petit farceur portait une casquette comme tous les chauffeurs.